Manchette aujourd'hui, l'un des accusés du meurtre de Sandra Godette retrouvé mort et une avancée historique pour le cyclisme féminin dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Bien, on va commencer le bulletin dans le dossier du meurtre de Sandra Godette. L'un des deux hommes accusés, il y a 35 ans, Hugues Duguay, se serait enlevé la vie lundi dernier. M. Duguay avait passé 12 ans de sa vie derrière les barreaux avant d'être libéré au début des années 2000. L'administrateur de la page Facebook Sandra Godette, la population exige des réponses, martèle qu'Hugues Duguay aurait dû être mieux soutenu par les instances décisionnelles. La Sûreté du Québec, comme vous le dites, le procureur général du Québec et la Ville de Val-d'Or ont une part de responsabilité, assurément. Ils auraient pu faire partie des solutions, puis ils ont décidé de persister à être un problème dans la vie de Hugues Duguay et de Billy Taillefer. En ce sens qui poursuivent effectivement ces trois entités, mais que ces trois entités décident de miser sur la force de leur inertie et de ne pas admettre qu'ils ont causé des torts irréparables. À Rouyn-Noranda, maintenant, un accident sur le boulevard Saguenay a perturbé la circulation ce jeudi matin. L'accident, considéré comme mineur par les autorités, a impliqué deux véhicules, blessant légèrement deux personnes. Elles ont été transportées au centre hospitalier par mesure de prévention, mais on ne craint pas pour leur vie. Et bien que fermée à la circulation quelque temps, la route est maintenant complètement rouverte. On se tourne vers le domaine minier maintenant, puisque les mesures proposées dans le projet de loi 63, celui de la réforme de la loi sur les mines, risquent de freiner le développement harmonieux de l'industrie minière au Québec. C'est du moins l'avis du Conseil du patronat du Québec et de son président et chef de la direction, Carl Blackburn. Les investissements nécessaires pour que le secteur minier réponde aux nouveaux besoins sont considérables. Il juge donc que d'imposer des barrières risque d'éloigner le secteur du juste équilibre entre protection de l'environnement, acceptabilité sociale, et viabilité économique. Et on rappelle que le projet de loi vise notamment à interdire l'exploration minière sur des terres privées. Et on se déplace au Témiscamingue alors que la beurrerie de la Verlochère fête ses 100 ans. Une centaine de citoyens et plusieurs générations d'employés se sont réunis hier avant-midi pour célébrer l'usine et son apport à la communauté. Anthony Dallaire y était. La beurrerie de la Verlochère fête ses 100 ans. Nostalgie et bonheur emplissent le cœur des retraités de l'usine de Lactalis Canada. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui, cette usine-là? Je ne sais plus comme c'était. L'usine à la Verlochère, c'est l'âme du village. C'était vraiment une usine là, de la paroisse, c'était super. Ouvert depuis 1922 par deux parents de la famille Lafrenière, ils sont maintenant 80 employés qui assurent le bon fonctionnement de l'usine laitière. Cette dernière est un maillon majeur dans la transformation de lait de près d'une centaine de fermes de la région et de l'Ontario. On produit un peu plus que 30 000 tonnes de produits. L'usine ici, c'est vraiment un joyau, non seulement pour la région, pour le Québec, pour le Canada, et même au niveau du groupe. Une fierté pour la municipalité et pour la MRC de Témiscamingue, en témoignent le maire Normand Bergeron et la préfète Claire Bolduc. Quand on arrive là, on a une historique. On sait qu'on est capable d'aller loin, qu'on est capable de faire beaucoup. C'est incroyable la différence qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui. Au-delà de la fierté, Claire Bolduc est d'avis que ce type d'entreprise de transformation alimentaire est essentiel pour le développement économique. On aime l'usine de la Verlochère-Anglier, on aime Lactalis chez nous, on aime ce qui en est issu, les produits de haute qualité qui en sont issus. On aime le maillage entre le professionnalisme des producteurs agricoles et toutes les compétences et le savoir-faire qu'il y a ici à l'intérieur de l'usine. C'est magique. Même son de cloche pour Normand Bergeron. Pour notre village, écoute, les jeunes qui travaillent là, puis les moins jeunes, là, c'est pratiquement tous des gens de la Verlochère qui travaillent là. Que pour l'économie, les maisons qu'il y a à vendre, ça se vend facilement, donc c'est de l'art. Gilles Froment n'est pas en mesure de nous dire si de nouveaux développements sont à prévoir pour les installations de la Verlochère. Il est toutefois confiant pour l'avenir des opérations. Ce sont donc plusieurs histoires de fierté qui se sont écrites ici, entre les murs de l'usine, et autant du côté de la communauté que des gens de l'entreprise, on se souhaite un 100 ans supplémentaire. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, la Verlochère-Anglier.
Le Musée d'art de Rouyn-Noranda lance demain ses 2 balados, La vie secrète des œuvres d'art et Baladorama. Dans les 5 épisodes, l'écrivain haïtien et professeur de littérature au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Fednel Alexandre, pose un regard unique sur les œuvres du Musée d'art. Et dans les 9 épisodes de Baladorama, vous pourrez découvrir une série d'ateliers d'écriture supervisés, encore une fois par Fednel Alexandre. Baladorama fait entendre les réflexions individuelles des participants et nous invite à renouveler notre regard sur les œuvres du musée. Le lancement des 2 balados a lieu demain à 17h au Musée d'art de Rouyn-Noranda. La région va vivre un grand pas pour le cyclisme féminin au Canada. Le Tour de l'Abitibi-Glencore a annoncé ce matin la tenue d'un tour féminin pour 2025 qui va se tenir en juillet. Et Alexis, le Tour féminin sera la seule épreuve en sol nord-américain. Oui, effectivement, ce serait une belle occasion de briller pour les athlètes là, du Québec à l'international, mais plus précisément cette fois-ci pour le cyclisme féminin. C'est une annonce qui a été confirmée ce matin. Les démarches qui avaient été entamées depuis un bon petit bout avec l'Union de cyclistes internationale, mais plus là, intensément là, depuis février dernier. Et ce matin, là, vraiment ce matin, là, l'annonce a été officielle pour l'édition d'un tour féminin qui va se tenir du 10 au 14 juillet prochain. Ce sera sur un format de 4 jours de compétition comparativement au volet masculin qui, lui, est sur 7 jours. On parle potentiellement de 2 épreuves sur route, une sprint et un contre-la-montre. Ça reste cependant là, à confirmer là, prochainement. Comme j'ai dit, l'édition féminin qui va précéder l'édition masculin qui, lui, se tiendra du 15 au 21 juillet. Simplement une question de logistique. C'est la raison pour laquelle les 2 événements ne se tiendront pas en même temps. Mais c'est un grand pas pour le cyclisme féminin. Je vous laisse écouter là-dessus la présidente du Tour de l'Abitibi-Glencore, Mélanie Rocher. Le premier mot qui nous est venu en tête, c'est qu'il faut vraiment intégrer les filles telles que le Tour de France le fait. Et on est content d'être comme les 2e à être aussi importants dans le monde, à intégrer une Coupe des Nations féminine. Donc, c'est un peu de là, c'est parti. Puis ça fait longtemps que moi, avant même que je devienne présidente du Tour, ça me trottait dans la tête. Et donc, Christine Beausoleil aussi qui a embarqué avec moi. Et là, on a réussi à convaincre tout le CA. Ça n'a pas été dur de les convaincre, là, je vous rassure. Là. Mais voilà, ça a parti de là. Et l'organisation met quand même la barre haute là, pour 2025. Oui, parce que souvenez-vous, cet été, il y a eu quand même plusieurs problèmes avec les visas internationaux. Plusieurs équipes ont hésité ou n'ont même pas pu se présenter pour ce qui est du volet masculin. Mais on veut s'assurer que ce soit tout le contraire. D'ailleurs, l'organisation est très confiante là, cette année de pouvoir accueillir un bon nombre d'équipes, autant là, du côté masculin, mais surtout là, du côté féminin. On met vraiment la barre haute avec une équipe de bénévoles qui va être bien présente et avec plusieurs équipes internationales et aussi une belle représentativité au niveau du Québec. Donc, il n'y a pas encore de nombre d'équipes, de nombre de nations ou encore d'équipes internationales qui sont confirmées, mais la présidente est assez confiante d'avoir une belle représentativité. Je vous laisse l'écouter. On est encore dans les démarches pour en accueillir le plus possible, mais sachez qu'on a déjà fait beaucoup de benchmarking, excusez mon anglicisme. Depuis 2 ans, on fait du benchmarking auprès des équipes internationales, des équipes régionales, et je crois qu'on va être victime de notre succès cette année. On a été protecteur du nombre d'équipes qui va être là en planification, mais je crois sincèrement qu'on va être victime de notre succès cette année. Alors, je le rappelle qu'Emilia, première édition du Tour de l'Abitibi féminin qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2025. Je vous reviens avec d'autres détails ce soir. Oui, ça risque d'être fort intéressant de voir cette épreuve féminine. Merci, Alexis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Question du jour, on vous demande, croyez-vous qu'il devrait y avoir plus d'initiatives pour promouvoir le sport féminin dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et justement, en parlant de sport féminin, cette année, le club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda aura certainement fait briller la région. 3 équipes, dont les U14 féminins et les U16 féminins et masculins, sont sortis champions de leur ligue. Ils se dirigent maintenant vers le prestigieux tournoi de la Coupe Québec. Alexandre Cabana est allé à la rencontre des championnes lors de leur pratique hier soir. Une année parfaite.
C'est ce que vit présentement l'équipe U16 féminin du Boréal. Après avoir raflé le titre de champion de la Ligue, ils ont maintenant les yeux rivés sur le titre provincial. Hier soir, un match opposant les championnes U14 du Boréal aux championnes U16 se veut un test intéressant pour les deux équipes locales. C'est une première parce que c'est la première fois qu'on joue contre des plus jeunes. J'espère que ça va les aider autant que nous pour nous préparer à nos matchs de la Coupe Québec. Non, il a été l'an passé, mais on a fini deuxième. Fait qu'on espère cette année finir première. On espère bien. On a une belle chimie, mais faut mettre les capacités pour. On a la volonté. Là. Ouais. On a une année sans défaite. L'année passée, on a une seule défaite en finale. Ouais. Puis là, on a réussi à avoir notre médaille d'or. On a gagné les séries. Contrairement aux autres équipes, on n'a pas de jeu préparé. C'est pas mal comme ça qu'on réussit à surprendre les autres équipes. On est freestyle, puis je pense que c'est ça qui nous démarque des autres équipes aussi. Là. Maintenant, c'est à Drummondville que tous se rendront la semaine prochaine. Ça s'appelle la Coupe interrégionale, mais c'est comme les premiers des 5 ligues qui vont s'affronter là-bas à Drummondville. L'année, ça va être spécial. On va être les deux équipes féminines, les U14 sont là, puis les garçons aussi, U16. Avec Rouyn-Noranda va être bien représenté. Le côté technique du Boréal, puis même en région, ça se développe. Là, avec, on n'a plus de honte à aller jouer à Montréal. Là, on se développe vraiment bien. Les performances du club ne sont pas étrangères à une véritable effervescence du soccer dans la région. Selon les entraîneurs, les joueuses rendent définitivement rentables les nombreux sacrifices des familles. C'est quasiment un an de travail pour en arriver là. Fait que, comment mieux finir? C'était notre meilleure saison depuis les 10-12 dernières années au niveau du membership. Fait que, c'est vraiment très positif. Ce qui est beau, en fait, c'est que les bassins de jeunes aussi suivent. Fait qu'on a vraiment une belle relève. On a vraiment beaucoup de jeunes qui jouent au soccer de plus en plus. Donc, autant au niveau masculin que féminin, qui est quasiment 40 % de notre membership, là, les filles. C'est vraiment très encourageant. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Eh bien, à la météo, on a une belle journée d'automne en vue. En Abitibi, on aura une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse, maximum 19 degrés. Même scénario au Témiscamingue et le mercure devrait tourner autour de 20 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera partiellement nuageux. Des nappes de brouillard vont se former au cours de la nuit, minimum plus 5. Et plus au sud, le ciel sera nuageux, minimum 7 degrés. Et voilà, c'est ce qui complète le bulletin pour ce midi. On se retrouve plus tard. Profitez de la belle journée.